Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur TVADP dans Lendemain Nature pour une nouvelle thématique. Cette semaine, on reste encore dans la sphère émotionnelle de l'être humain. Mais nouvelle semaine, nouvelle thématique. Aujourd'hui, on va aborder la guérison émotionnelle de son enfant intérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'abord de un enfant intérieur et pas de plusieurs ? Est-ce qu'il s'agit de l'enfant qu'on a été ? Pourquoi est-ce qu'on l'a refoulé ? Je vais essayer de faire simple et clair. Alors, peut-être que je me trompe, mais peu d'entre nous ont eu une enfance parfaite, sans conflit, sans blessure. Donc, sur le principe, on va dire qu'on a tous en nous un petit enfant brimé, abandonné, malmené, maltraité ou réduit au silence par l'adulte qu'on est. Reconnaître son petit enfant intérieur, aller discuter avec lui, ça va permettre d'aller reconnaître et libérer notre essence profonde, notre potentiel créatif, notre spontanéité. Finalement, notre propre nature. Il faut savoir que l'enfant, il est porteur de transformation et qu'en général, c'est une qualité qui fait défaut à l'adulte. Alors, avant que ça n'arrive dans les théories New Age, il faut savoir quand même que ça vient au départ de la psychanalyse de Jung, Carl Jung, qui a beaucoup travaillé dessus. Jung a aidé des personnes à devenir des individus aussi complexes possibles grâce aux capacités de transformation de l'enfant intérieur qui vit en nous. Depuis qu'on vient au monde, depuis notre naissance, les adultes nous forcent à être normaux, à être comme eux. Et avec le temps, on va adopter une personnalité qui va répondre aux demandes, aux attentes des adultes. Et quand on devient adulte, on a tendance à oublier pratiquement tout ou presque de notre personnalité première, de notre « je suis ». Et en observant le comportement des adultes vis-à-vis des enfants qui insistent pour qu'ils leur ressemblent, on va pouvoir constater à quel point l'enfant intérieur de ces adultes a été lui aussi profondément affecté, atteint, blessé, refoulé. Et quand on refoule cet enfant intérieur, ça va écraser la spontanéité, la joie de vivre, la créativité, l'authenticité, parfois même la capacité de s'exprimer, la confiance en soi et la confiance dans l'univers, la capacité d'être naturel, peut-être même pour certains le respect ou l'estime de soi. Si on reprend, regardez bien, dès le plus jeune âge, les adultes font la morale sur ce qui a trait au bien, au mal, au correct ou au pas correct, au supposé ou au pas supposé, au normal ou au pas normal. Un enfant pur, qui n'est pas encore infecté ou influencé par le monde des adultes, il ne s'inquiète pas en fait de tous ces critères arbitraires qui ont été élaborés par le mental. L'enfant, lui, il est ce qu'il est. Il n'analyse pas pour être ce qu'il est, pour faire ce qu'il veut faire, pour dire ce qu'il veut dire ou pour ressentir quoi que ce soit. L'enfant, il est spontané. Naturellement, de par sa nature, il ne se juge pas, il ne se critique pas. Et quand il se trompe, en général quand même, il admet son erreur. Quand on se juge, quand on se critique, on se base tout le temps sur le passé, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on nous a appris. Et encore une fois, c'est le mental qui nous mène et qui nous dirige avec sa capacité à se souvenir. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Si on prend les fêtes de Noël, avec toutes ces traditions, toutes ces coutumes, quand c'est Noël, en général, très souvent, les parents vont exiger des enfants qu'ils s'habillent, qu'ils se coiffent, qu'ils se comportent selon nos goûts, nos croyances d'adultes. On va leur acheter des cadeaux qu'on aurait bien aimé recevoir quand on était enfant. Et puis surtout, on s'attend à ce que nos enfants soient reconnaissants. Ah oui, merde,
Que se passe-t-il si l'enfant se rebiffe? Si l'enfant se rebiffe, parce qu'il n'a pas envie peut-être d'embrasser son oncle ou sa tante, parce que peut-être le cadeau qu'il a reçu ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tendance à le disputer ou à lui faire la morale. On va essayer par tous les moyens de lui faire changer d'avis. Mais qu'est-ce qu'on enseigne à cet enfant? On lui enseigne que quand il est spontané, quand il est lui-même, il n'est pas correct. Du coup, on lui donne l'impression de ne pas l'aimer autant, de l'aimer moins. Il apprend que faire comme les autres, ça veut dire être aimé davantage. Alors là où ça devient problématique, c'est que si l'enfant décide de croire à ça, il y a toute une partie de lui qui est refoulée. Et cet enfant, en grandissant, il va continuer toute sa vie d'adulte à faire des pirouettes pour se sentir et pour être aimé. Et quand on laisse notre mental décider de notre comportement, la vie devient un peu plus lourde, un petit peu plus compliquée, parce qu'on s'y réfère avant de faire quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là qu'on devient, par choix, notre propre prisonnier. On n'est plus maître de notre vie puisqu'on a décidé que c'était notre mental, notre maître. Et on le laisse faire. Et dans le cas où on oserait agir selon notre intuition, selon nos désirs, sans consulter le mental, pas de bol. Ça va être le contraire de ce que ce dernier croit. Et du coup, on se sent coupable. Ça va engendrer pour certains le besoin de se punir ou de souffrir parce qu'on s'est déclaré coupable. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on étouffe notre joie de vivre. Et plus on s'accuse, plus on se juge, et plus ça devient difficile de laisser notre créativité s'exprimer. Alors, quand je dis créativité ou être créatif, ça ne veut pas forcément dire inventer quelque chose. Ça veut surtout dire savoir ce qu'on veut, faire ce qu'il faut pour que ça se manifeste dans notre vie. Ça veut dire passer à l'action. Être créatif, ça fait aussi partie de ce qu'on appelle vivre le moment présent. Parce que quand on répète une action machinalement, on le fait sur quelque chose qu'on a déjà appris. C'est pas être dans le moment présent. C'est en créant qu'on se remplit de bonheur et après, il n'y a plus ce sentiment de vide à l'intérieur de nous. Mais quand on se laisse diriger par le mental, par l'extérieur, c'est difficile d'avoir confiance en soi. C'est difficile d'oser passer à l'action sans avoir peur des résultats quand on est adulte. Très souvent, pour pas dire même trop souvent, on oublie de voir tous les bienfaits qu'on peut retirer d'une expérience vécue, même si le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Pour être créatif sans être stressé, il faut ouvrir le champ des possibles, s'ouvrir à tous les résultats possibles, tout en sachant bien qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a que des expériences et qu'on apprend toujours quelque chose de bénéfique. Le jeune enfant, lui, n'a pas été influencé encore par le monde des adultes. Donc petit, il ne s'inquiète pas du passé, du présent, de son prochain repas. Il est un peu comme un oiseau qui veut apprendre le plus vite possible à voler de ses propres ailes, à faire ses propres expériences. L'enfant n'analyse pas le comment, le pourquoi et d'où ça vient et tout ça. Encore une fois, l'enfant est spontané, il est naturel, il est dans le moment présent. Le problème, c'est qu'en grandissant, l'enfant va devenir de plus en plus conscient du monde mental des adultes et de leur comportement qu'on va qualifier de peu naturel. Du coup, il va commencer à analyser et à demander « et pourquoi ?» Et puis ça risque de le déconcerter parce qu'il va chercher à comprendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Naissance des peurs. Il va s'habituer lentement au raisonnement des adultes. Il va oublier sa spontanéité, sa capacité de risquer sans peur. Alors je vous entends derrière vos écrans. Vous devez être en train de vous dire « Oui, ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. » On ne peut pas laisser un enfant à lui-même, il faut le diriger, parce que s'il n'a pas peur, il fera n'importe quoi, il va se faire mal ou il ne va pas s'en sortir.
Alors, attendez, vous croyez vraiment que les enfants sont des idiots? Vous croyez qu'ils n'ont aucun instinct de survie ou aucune intuition? Est-ce que vous croyez sincèrement que les accidents, ça n'arrive qu'aux personnes qui ne font rien, qui n'ont peur de rien, qui ne prennent aucun risque? Bah non. C'est plutôt la peur et la culpabilité qui vont créer un sacré paquet d'accidents. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'adulte doit guider au mieux son enfant, au mieux de sa connaissance, au mieux de son expérience, pour aider cette petite âme qui est revenue dans ce petit corps pour qu'elle puisse réapprendre à vivre dans ce nouvel environnement terrestre. Mais attention, quand je dis guider, ça ne veut pas dire diriger et imposer. Ça veut dire donner des conseils, suggérer, enseigner par l'exemple, tout en respectant le choix de l'enfant. Si l'enfant veut faire quelque chose de contraire, ce choix lui appartient. Et il apprendra que toute action a une conséquence et qu'il devra assumer les conséquences de ses décisions. C'est ce qui fait qu'un enfant deviendra un adulte responsable. Alors, j'entends que tous les parents veulent avoir des enfants responsables, mais même avec une bonne intention, la plupart font le contraire de ce qui serait nécessaire pour arriver à ce résultat. Et ils traitent leurs enfants comme des idiots, en voulant tout diriger, en voulant ne pas leur faire confiance. Ils vont décider pour eux de l'heure des repas, de comment ils s'habillent, de ce dont son corps a besoin, de ses heures de sommeil, de ses amis, de ses sorties, de ses études, pour certains même du métier qu'ils vont exercer plus tard, etc., etc., etc. Et l'enfant grandit dans la croyance qu'il ne peut rien décider pour lui-même et qu'il n'a pas la force nécessaire pour endosser les conséquences de ses actes. Et alors, qu'est-ce que ça va générer? Des blocages, des frustrations, des problèmes émotionnels. Un autre aspect de l'enfant intérieur, c'est aussi sa capacité à s'exprimer. Un enfant qui n'est pas encore formaté, qui n'est pas encore perverti par le monde adulte, il crie, il pleure, il est pensif, il sourit, il va rire de bon cœur, il dit oui ou il dit non selon ses besoins. Bref, encore une fois, il est naturel. Et être naturel, c'est l'un des aspects les plus étouffés, les plus brimés, les plus contrôlés par les adultes. Très souvent, ce que l'enfant perçoit, c'est « sois bon et tais-toi ». Quand il pleure, à un moment, il va déranger un adulte. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adulte? On va lui dire qu'il faut qu'il arrête de pleurer. Et pour certains, ça va être au prix de leur faire du tort. On va peut-être lui donner un truc à manger pour lequel, mais tiens, prends un bonbon, tais-toi. Ou quand il grandit, on va lui dire, va dans ta chambre, t'es insupportable. Quand tu seras calmé, tu sortiras. Encore une fois, on lui enseigne quoi à cet enfant quand il est triste? Qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. À la place, il faut qu'il boive. À la place, il faut qu'il mange. Il va se convaincre qu'il est insupportable et que c'est pas correct d'être triste, ou d'être dans le pleur, ou d'être dans l'émotion. Pareil, quand un enfant vous dit qu'il a peur, on va le convaincre en lui disant « Mais non, t'as pas peur, la peur n'a aucun fondement ». Alors que ce serait peut-être plus intéressant de lui enseigner comment accepter cette peur. Si au lieu de lui clouer le bec et de le faire culpabiliser, on lui apprenait à cet enfant déjà qu'il y aurait un peu plus de respect. Donc cet enfant, lui, grandit en croyant que son opinion, que son idée, que son ressenti ne vaut pas grand-chose. Et que des fois, vaut mieux qu'il se taise, comme ça il sera aimé davantage. Alors comment espérer que l'enfant respecte ses parents ou le monde des adultes en général? Comment voulez-vous qu'on espère que cette personne, une fois adulte, se respecte et s'aime pour ce qu'elle est quand elle a été conditionnée, quand elle a été formatée comme ça? Clairement, on ne peut pas espérer grand-chose. Cette personne va plutôt développer plusieurs facettes, différentes facettes afin de plaire aux uns et aux autres. Et elle va complètement refouler sa propre individualité, son propre « je suis », ce qu'elle est fondamentalement. Donc ça, ce sont quelques éléments qui finissent par créer des problèmes de communication, des problèmes de relation, d'isolement, de dépendance affective ou matérielle ou alimentaire, des problèmes d'image de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. C'est donc vraiment important pour chacun de nous prendre en main,
d'être conscient qu'en étouffant notre enfant intérieur, on a perdu une clé importante pour notre bonheur et qu'on est le seul responsable. C'est le résultat de notre réaction à l'éducation qu'on a reçue de nos parents ou de nos éducateurs. On oublie ce qu'ils nous ont donné, et ils nous ont donné que ce qu'ils pouvaient nous donner à ce moment-là, que ce qu'ils savaient, que ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu de leur génération précédente. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'on peut se prendre en main. On peut aller rencontrer notre enfant intérieur, discuter avec lui, l'écouter. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire quand on est dans cette démarche-là? C'est d'aller le guérir en le consolant, en le rassurant, en lui disant qu'on l'aime pour pouvoir passer à l'action. Je vais être très direct et très clair. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Alors peut-être qu'à un moment, ça peut être intéressant de reprendre contact avec votre enfant intérieur pour devenir bien conscient de votre lumière intérieure. L'enfant intérieur, il fait partie de nos personnages, de nos différentes facettes. On a plusieurs personnages, on a plusieurs facettes. Et l'enfant intérieur, ça peut être la facette, la personnalité de vous la plus facile à aller identifier, à aller rencontrer. Et en travaillant sur votre enfant intérieur, vous allez pouvoir retrouver votre vrai vous et lui permettre de s'exprimer. Rencontrer son enfant intérieur et dialoguer avec lui, ça va permettre de retrouver et d'accepter cette part de nous qui est restée dans l'ombre, cette part qu'on a reniée, qu'on a bien souvent abandonnée lors du passage à l'état adulte. Et en l'ayant oublié ou abandonné ou délaissé, ce petit enfant intérieur, on perd quand même beaucoup de magie, beaucoup de mystère, beaucoup de spontanéité, de créativité, beaucoup de plaisir, de l'intimité peut-être même. Donc, en quoi c'est utile de se reconnecter à son enfant intérieur? C'est utile parce qu'à un moment, on fait la paix avec soi-même. On s'unifie. On rassemble plusieurs parties de nous et on les baigne dans l'amour et dans la lumière. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait? Alors, il y a plein de trucs que vous allez pouvoir trouver dans les livres ou sur Internet. Sur mon site, d'ailleurs, si vous cliquez dans la rubrique Nouveautés, il y a un sous-menu MP3 d'hypnose ericksonienne. Et il y a un script hypnotique, un enregistrement audio pour vous aider à aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Donc, par une aide extérieure d'hypnose, vous pouvez vous-même aller rencontrer votre enfant intérieur, déjà, faire sa connaissance. Après, ça arrive qu'en hypnose spirituelle, l'enfant intérieur se manifeste. C'est logique puisque le conscient est en retrait, l'inconscient va pouvoir passer et il va vous faire prendre conscience de cette partie de vous que vous avez négligée. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai eus moi en séance pour que vous puissiez un petit peu voir comment ça peut se manifester. Une fois, j'ai eu un monsieur qui a vu un petit garçon d'à peu près 5 ans. Alors, au sujet de l'âge, votre enfant intérieur, il peut se manifester à plusieurs âges. Pour certains, il va se manifester à 5 ans, ou à 7, ou à 10, ou à 15 ans. En général, c'est la période où il y a eu votre trauma, la période où vous l'avez enfermé, où il a en fait arrêté de grandir. Alors c'est vraiment propre à chacun. Tous les enfants intérieurs ne se pointent pas en ayant 5 ou 6 ans. Hein, voilà, petite parenthèse. Donc je reviens à mon exemple. Donc ce monsieur, qu'on va appeler Pierre, voit dans sa séance un petit garçon de 5 ans et il me le décrit en me disant que ce petit garçon, il est seul, il est triste, il est dans un sentiment d'abandon. Et cet enfant va vers un ruisseau pour se ressourcer. Il se sent protégé dans cet endroit-là, parce que c'est un endroit où personne ne peut le trouver. Et il veut être seul parce qu'il me dit « la solitude le protège des autres ». En plus, c'est un petit enfant qui bégaye. Alors mon patient, Pierre, me dit qu'il n'ose pas trop s'approcher de cet enfant parce qu'il sent qu'il va le déranger. Oui, donc c'est son lui adulte avec son lui enfant, et Pierre commençait déjà à faire des liens. Et puis cet enfant était très sauvage. Dès que Pierre s'est approché, il s'est barré en courant. Il s'est enfui. Donc on a été le chercher, on l'a retrouvé, et on a commencé à travailler du coup avec lui.
Autre exemple de manifestation de l'enfant intérieur avec une dame qu'on va appeler Marie, qui elle en séance a vu une petite fillette de 10 ans. Et au départ elle la voit de dos, lui tournant le dos, donc je la fais contourner pour se mettre face à cette petite fille et essayer d'entrer en contact avec elle. Et assez rapidement elle me dit que cette petite fillette, elle dégage de la tristesse. Elle est seule, elle attend, elle observe. Marie s'approche d'elle et puis on commence à discuter. Moi, je l'aide dans son discours. Et au fur et à mesure, la petite fille commence à devenir souriante. Et Marie me dit, ouais, elle trouve qu'elle a les yeux qui pétillent, qu'elle est belle cette fillette, qu'elle est curieuse, qu'elle est innocente. Alors évidemment, on travaille dessus. On apaise cet enfant et on fait aussi la reconnexion. Autre exemple que j'ai eu, une femme qui était venue et elle voit une petite fille de 7 ans qui était très étonnée, toute seule, pas rassurée, encore une fois, pour pas dire quand même très souvent, dans la tristesse. Et cette petite fille disait qu'elle ne savait pas pourquoi elle était là. Elle lui a dit il me manque qu'on s'occupe de moi. Alors pareil, j'accompagne Marie, cette femme, même ma cliente, pour qu'elle rentre en contact avec son enfant intérieur. Elle commence à lui prendre la main et à le discuter, et puis elle trouve que la petite fille commence à être contente. Et Marie me dit, j'ai l'impression de retrouver quelqu'un. Autre exemple, le dernier rapide, c'était un monsieur qui s'est vu tout petit, mais tout petit en taille. Et il voit donc cet enfant autour des 5-6 ans, tout entouré de noir. Et tout de suite, son enfant intérieur lui dit avec une immense colère, « Tu ne me vois jamais ! Tu ne m'écoutes jamais, je suis toi, je suis ce que tu n'exprimes pas. Laisse-moi exister, arrête de te taire. » Mon patient, Pierre, se rend compte qu'en fait, il a peur d'être lui-même. Il a peur de cette partie qui pourrait s'exprimer et s'autoriser à être lui-même, en fait, s'autoriser à être spontané. Après une discussion avec son enfant intérieur et donc Pierre, il me dit qu'il voit son petit enfant se mettre à grandir et à devenir tout lumineux. Et à la fin, Pierre m'a dit qu'il avait pris conscience de cette version de lui-même. Donc si vous voulez travailler votre enfant intérieur en toute conscience, c'est-à-dire sans l'aide d'une personne, sans l'aide d'un thérapeute, avec votre petit cerveau, vous pouvez faire cette projection mentale, cette visualisation de votre enfant intérieur et aller lui parler. Alors, pour moi, c'est personnel, mais je m'étais fait un petit protocole qui est beaucoup plus développé dans le MP3 d'hypnose ericksonienne qui est sur mon site. Et puis est mixé avec ce qui sort aussi des séances d'hypnose pour pouvoir aller travailler mon enfant intérieur. Mais l'évolution a été assez drôle. Moi, il y a quelques années, je suis plus équilibrée maintenant, mais j'étais beaucoup plus dans une énergie masculine. Et quand j'ai travaillé mon enfant intérieur, quelle ne fut pas ma surprise de voir mon enfant intérieur à peu près comme Candy. Pour ceux qui se souviennent du dessin animé, je voyais une gamine de 7-8 ans, blonde, avec des anglaises, la petite robe rose, les petits souliers vernis noirs, avec un nounours qu'elle tient à la main. Et elle m'a regardée avec un regard que je n'oublierai mais jamais, un regard tellement noir et réprobateur. Elle n'a pas voulu me décrocher un mot, elle a pris son petit nounours, elle l'a serré tout contre elle comme ça, du genre « j'ai trop pas besoin de toi ». Et moi, je la regardais, pareil, en chien de faïence, je disais, mais ma cocotte, qu'est-ce que tu fais là? J'en ai rien à foutre. Donc le premier contact que j'ai eu avec ma petite enfant intérieure a été très froid, très distant. On s'est regardé longtemps, comme ça, en chien de faïence. Elle qui me disait, j'ai rien à te dire. Moi qui lui disais, tu m'intéresses pas. C'était un peu compliqué, je vous cache pas. La deuxième fois où je suis retournée la voir, déjà, elle a accepté que je lui parle. Ouh, gros progrès. Elle m'a pas décroché un mot, mais à la fin, elle m'a fait un truc comme si j'étais un petit singe et elle m'a tapé sur la tête du style « Ouais, c'est bon, allez, vas-y, là, ça suffit. » C'était bien un premier pas, c'était bien. Et la troisième fois que j'ai été la rencontrer, on est rentré dans un discours et là, on a pu parler et discuter. J'ai pu la faire fusionner à l'intérieur de mon cœur et petit à petit, nos discours, nos situations ont évolué au fur et à mesure des rencontres. Je la retrouvais de temps en temps enfermée dans mon cœur, alors je lui donnais des petites clés pour qu'elle puisse sortir, pour qu'elle puisse s'éclater, s'amuser. Et puis petit à petit, j'ai aussi vu mon enfant intérieur grandir. Je l'ai vu à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans.
Et au fur et à mesure, je lui expliquais tout ce qu'elle n'a pas vu, tout ce qu'elle a raté, en fait, entre ses 5-6 ans et l'âge que j'avais à l'époque, je ne sais plus, 35 ans, quoi, pour lui donner envie de me rattraper. En disant, voilà, j'ai fait des études, j'ai voyagé, j'ai eu des amours, enfin voilà, tout ce qui pouvait être sympa pour lui donner envie de grandir et de rattraper ce monde d'adulte. Et maintenant, quand on est unis, quand j'ai besoin d'elle, je sais retrouver mon enfant intérieur pour être dans la spontanéité, pour être dans l'amusement, dans la déconnade. Et elle sait qu'elle peut grandir et qu'elle peut avoir des choses plus intéressantes quand je lui, sans que je lui parle trop, quoi. À l'époque, je lui tournais le dos, je m'en occupais pas. Maintenant, je peux échanger avec elle. Et du coup, je vous dis, elle me rattrape. Je vais vous donner un dernier exemple sur l'enfant intérieur. Parce que j'ai eu une fille en séance avec qui on a vraiment travaillé en conscience sur son enfant intérieur. Donc je lui fais fermer les yeux et imaginer son enfant intérieur. Je la guide et je lui demande comment est-ce qu'elle est positionnée par rapport à son enfant. Et elle me dit qu'elle est debout. Donc déjà, elle est en position de supériorité par rapport à sa petite fille. Donc je lui explique gentiment, mets-toi au niveau de ton enfant. Agenouille-toi, accroupis-toi. Parle-lui en face à face à niveau. Et puis je lui dis, essaye de discuter avec elle. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle a à te dire. Et puis ma cliente, d'une certaine manière, l'agresse. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Alors, je lui dis, parle-lui gentiment quand même. C'est une enfant, elle t'a rien fait. On continue d'avancer. Puis à un moment, je lui dis, je pense qu'elle n'attend qu'une chose. C'est peut-être que tu lui dises que tu l'aimes. Là, elle me fait, tu le sais que je t'aime. Alors, que ce soit elle, que ce soit vous. Je vous rappelle que c'est un enfant. Vous venez pas pour l'engueuler. Si vous l'engueulez, vous allez le braquer, votre petit enfant intérieur. Vous allez à sa rencontre pour en prendre soin, pour le soigner, pour l'aider à guérir, pour l'envelopper d'amour, pour le baigner de lumière, pour l'envelopper de tout ce que vous pouvez tellement vous l'aimez, votre enfant intérieur. Donc, essayez d'être à l'écoute. Soyez doux, soyez douce avec lui. Soyez dans la compassion, dans l'amour de ce petit être, de ce mini-vous. Si vous y allez en l'engueulant, en lui parlant comme un malpropre, vous allez galérer pour vous reconnecter et vous réunifier avec cette partie de vous. Donc au départ, vous pouvez emmener votre enfant intérieur là où vous êtes bien. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, votre maison d'enfance, au bord d'un ruisseau, sur une plage que vous connaissez. Mais ça peut aussi être plus sympa de laisser votre enfant intérieur vous amener dans un endroit où il se sent à l'aise, où il se sent en confiance, en sécurité. Et puis faites avec votre enfant intérieur ce que vous faites quand vous êtes face à vos propres enfants. Demandez-lui, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je peux t'aider en quelque chose? De quoi as-tu besoin? Essayez de voir dans cet enfant, essayez de reconnaître des choses qui vous intéressent. Je ne sais pas, moi, sa spontanéité. Peut-être que cet enfant, il est beau, peut-être qu'il est pur, gentil. Il peut dégager de la compassion, de l'empathie. Dites-lui qu'il a déjà fait des apprentissages, dites-lui qu'il a un potentiel immense. C'est des choses que vous pouvez dire à votre enfant intérieur. Vous pouvez lui dire que vous aimez sa curiosité, son espièglerie. Et quand vous dites ça à votre enfant intérieur, vous comprenez bien que vous vous le dites à vous-même. Donc en le guérissant, vous vous guérissez. Et finalement, la finalité, c'est quoi? C'est de dire à votre enfant intérieur que vous l'aimez surtout tel qu'il est, à cet instant, dans cet état. Je t'aime. Dites-lui. C'est important pour lui comme pour vous. Dernier point, pour que vous compreniez bien. Imaginons que j'ai vécu un traumatisme à l'école primaire. Autour de 7-8 ans, un groupe d'élèves m'a rejeté. Et ça a généré un truc très violent chez moi, qui fait que j'ai mal vécu le truc. Et je sais que cette peur du groupe joue sur mon adulte que je suis devenue aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin d'aller guérir ce traumatisme, afin d'avoir beaucoup plus de facilité dans ma vie d'adulte pour entrer en relation dans un groupe. Donc, je vais aller à la rencontre de mon enfant intérieur, de ma petite Alex, et je vais aller lui parler.
Je vais aller la rassurer. Je vais peut-être lui dire, par exemple, je suis toi plus tard, plus âgé. Je viens de l'avenir, alors sois rassuré. Oui, je sais, les enfants sont méchants entre eux, mais ce n'est rien. Tout va bien se passer. Tu as survécu, regarde. Tu es encore en vie dans l'avenir. Je vais bien. Tu vas bien. Je, d'une certaine manière, rassure et réconforte la petite Alex qui, elle, vit toujours son traumatisme. Et quand je vais revenir à mon moment présent, je vais ramener avec moi toutes ces nouvelles compréhensions, ces nouvelles clés qui font que mon traumatisme et surtout les conséquences de mon traumatisme sont devenues moins importantes. J'ai donc été apaisée, guérir mon passé, ce qui a apaisé, guéri mon présent et mon futur. La petite Alex, elle a reçu une information de moi depuis son futur. Donc ce qui pourrait être bien, c'est de temps en temps rebrousser chemin et aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Allez rassurer ce petit vous. Apportez-lui du calme, de l'écoute, de la présence, de la paix, de la lumière et, encore une fois et toujours, de l'amour. En faisant ça, vous gommerez peut-être 10 ans de votre vie et vous rapporterez avec vous de nouvelles expériences, de nouvelles compréhensions, des clés qui vont vous permettre de dessiner un nouvel axe pour votre présent et de nouvelles perspectives pour votre avenir. Voilà l'importance d'aller travailler avec votre enfant intérieur. C'est qu'en le guérissant, vous vous guérissez. Et ça, c'est quelque chose que chacun de vous peut faire seul, en conscience, ou encore une fois, aller voir un ou une thérapeute ponctuellement quand vous sentez que vous bloquez, que vous n'arrivez pas à aller aussi profondément que ça. Mais c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde et on parle bien d'une guérison émotionnelle. Voilà, j'espère que ce que je vous ai amené aujourd'hui vous permet d'envisager une autre manière de prendre votre santé en main. Et la semaine prochaine, on va aborder une nouvelle sphère de l'être humain. On va commencer à rentrer dans la sphère mentale et on va travailler le système de croyance. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable semaine. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et vraiment tout plein de lumière. N'oubliez pas, connectez-vous à vous, aimez-vous et prenez soin de vous. Et rendez-vous au fil de l'eau. À la semaine prochaine. Au revoir.